tort ou à raison, les Français et plus généralement les Européens considèrent les États-Unis comme un miroir, comme une sorte de préfiguration de ce qui pourrait arriver chez eux sur les terrains économiques, politiques et culturels. C'est notamment pour cette raison que l'avènement de Donald Trump et ses 4 années à la Maison-Blanche ont été à ce point scrutés de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est aussi pour cela que d'ici, nous observons le début de mandat de Joe Biden avec attention, va-t-il décevoir? A-t-il déjà déçu? Mes invités, Clément Perrot et Christophe Leboucher, sont les auteurs de ce livre, Les illusions perdues de l'Amérique démocrate. Clément Perrot est un activiste politique, ancien de la campagne de Bernie Sanders, aussi responsable de la mobilisation dans le cadre de la primaire populaire en France, et Christophe Leboucher, alias Politico Boy, bien connu de nos spectateurs réguliers, et journaliste et ingénieur. Ensemble, nous allons nous appesantir sur l'expérience politique et sociale en cours aux États-Unis, alors même que le Covid semble à nouveau rôder, que le pays de l'oncle Sam vit une période de grève inédite et que le Parti démocrate semble donner en tout cas le bâton pour se faire battre, du moins donner l'impression de se soucier plus des milliardaires que du peuple américain après Trump, encore Trump. Telle est peut-être la question. Bonjour Chris, bonjour Clément. Je vais commencer par vous demander comment vont les États-Unis aujourd'hui sur le terrain social avec cette vague de démissions et cette vague de grève dont nous avons parlé un peu plus brièvement dans le cadre de la matinale. Christophe. Oui, on peut dire que les États-Unis sont divisés et qu'ils sont dans un moment de tension. Il y a une forte inflation, le marché du travail est tendu, ce qui est un terrain propice aussi pour les mobilisations sociales, les mouvements de grève et de revendication. Et donc ça s'observe politiquement, on voit que les démocrates ont du mal à garder leur base mobilisée. Ça s'est traduit dans des élections partielles qui ont été assez dévastatrices pour eux. Donc il y a une inquiétude au sein des démocrates sur l'avenir politique. Et entre-temps, au niveau de la société, on voit des grèves qui permettent d'arracher des concessions, des hausses de salaire, une mobilisation qui se fait autour de ça. Donc c'est un moment assez bouillonnant d'un certain côté. C'est-à-dire le Parti démocrate qui est censé, vraiment être censé être le parti de gauche aux États-Unis, va pas très bien, mais en revanche, on a l'impression qu'il y a une sorte de revival de la lutte des classes aux États-Unis, si je comprends. Oui, c'est ça, et c'est à la fois probablement le fruit du travail de Bernie Sanders et des mouvements comme ça, des mouvements de grève qu'il y avait eu déjà dans les années 2016-2020. Et puis les conditions économiques qui font qu'il y a eu un point de rupture qui a été franchi avec le Covid au niveau de ce qui est acceptable du point de vue des ouvriers, des employés, et des nouvelles opportunités de se mobiliser face à ça, oui. Clément, tu as travaillé donc pour la campagne de Bernie Sanders, c'est un monde que tu connais bien. Est-ce qu'on peut dire que justement les grèves qu'on connaît aujourd'hui sont, disons, les héritières, sont le produit d'une certaine forme de mobilisation, d'une remise à l'agenda des thématiques sociales? Est-ce que les grévistes d'aujourd'hui sont les enfants de Sanders qui finalement n'a pas réussi à être le candidat des démocrates lors des élections de 2020? Les enfants de Sanders, c'est les enfants globalement de toutes ces campagnes radicales, comme celle d'Alexandria Ocasio-Cortez ou d'autres. Dans les élections partielles qu'évoquait Chris à l'instant, on a vu quand même la victoire de plusieurs candidats progressistes. Donc c'est intéressant parce que... Quand vous dites progressiste et pas progressiste à la Macron, c'est... Non, c'est... Oui, merci de m'offrir la possibilité de clarifier ça. Effectivement, Macron n'est pas progressiste. Et par ailleurs, quand on dit progressiste aux États-Unis, on parle de l'aile gauche du Parti démocrate, des gens qui vraiment se battent pour des conquis sociaux et en tout cas des éléments à conquérir sur le plan social et de la justice. Donc il y a cet élément-là qui nous fait dire que la gauche démocrate est vraiment en bonne vitalité actuellement. Il gagne des élections partielles. L'autre élément, c'est que depuis le début de ses campagnes présidentielles, Bernie Sanders, mais en fait depuis son parcours politique de 40 années, Bernie Sanders a toujours dit qu'il était un organizer dans l'âme, donc quelqu'un qui porte des mobilisations plus que quelqu'un qui dirige depuis la tête. Quand il était en campagne en 2020, il aimait à dire « j'ai l'ambition de ne pas être le commander-in-chief, donc chef des armées, mais l'organizer-in-chief ». En gros, la personne qui impulse la dynamique avec le peuple. Et sur ça, effectivement, cette réencapacitation du peuple, on va dire de gauche pour le faire de manière très simple, est symptomatique et visible aujourd'hui, même plusieurs mois et années après les élections. En France, on dira que c'est bien la preuve que l'élection n'est pas tout et que c'est sur le terrain des luttes sociales que
que, disons, on peut arracher des victoires face au patronat, face à la bourgeoisie. Mais c'est la conviction qu'a Bernie Sanders d'ailleurs et qu'ils ont aux États-Unis de manière générale. Alexandria Ocasio-Cortez aussi explique qu'en fait, l'élection c'est juste un moment, mais qu'après l'encapacitation de tout un chacun, elle est au fil de l'eau tout au long du mandat. Je ne connais pas ce mot. L'idée de reprendre du pouvoir d'agir, du pouvoir politique, en déjà se sentant légitime. Ce que fait Alexandria Ocasio-Cortez sur son compte Instagram, a toujours expliqué comment elle peut, après maintenant 3 ans de mandat, avoir le syndrome de l'imposteur et quelque chose qui, en miroir, en fait, offre à ses followers, à ses soutiens, la capacité de se projeter en se disant mais en fait, je suis aussi légitime que n'importe qui à m'engager en politique. Et l'autre élément, c'est le slogan de la campagne de Bernie Sanders, qui depuis le début, en 2020, était « Not me, us », pas moi, nous, sachant qu'en fait, oui, l'élection, c'était bien de la gagner, mais qu'on la gagne ou qu'on la perde, il fallait mettre la pression après. D'une certaine manière, on peut faire un parallèle avec le Front populaire en France en 1936 qui, suite à une victoire électorale, a vu un front syndical lui mettre la pression pour gagner. Et ben, là, en l'occurrence, on a un front syndical malgré la défaite du Front populaire qui aurait pu être incarné par Bernie Sanders. Ça n'empêche que ça permet quand même de décrocher des victoires. Victoire notamment dans ces élections qui viennent de se dérouler, des élections partielles qui viennent de se dérouler, où finalement on peut dire que la lutte sur le front social semble payer, en tout cas commence à payer, et aussi que quelque part, les élections partielles récentes étaient une défaite pour le camp démocrate, mais moins pour le camp démocrate, disons, progressiste, pro-travailleur, que pour le camp démocrate pro-business. Oui, disons que les élections partielles qui ont eu lieu, les principaux mandats qui étaient en jeu, les démocrates ont perdu avec des candidats très centristes, voire centre-droit. Alors que sur les élections locales qui avaient lieu en même temps, les candidats très à gauche, gauche radicale, ont plutôt enregistré des succès. Donc le récit comme quoi la gauche américaine serait un peu un poids pour Biden et l'empêcherait de continuer à gagner des élections, ça est contredit par les faits. C'est plutôt la modération et l'approche centre-droit qui semblent plomber le parti. Alors, peut-être un point à clarifier là-dessus, c'est que il y a un énorme paradoxe dans la largeur d'éventail que couvre le Parti démocrate aux États-Unis, qui rassemble en fait des sensibilités. Ça va de LREM au NPA, quoi, en gros. NPA, non, parce qu'il y a quand même le parti, les socialistes américains, mais clairement, jusqu'à la France insoumise, oui. Et ça, c'est obligé, c'est forcé par le mode de scrutin américain, notamment au niveau de la présidentielle. Et c'est ça qui amène à des tensions qui semblent insolubles au sein d'un parti, parce que si on essaye de ménager les gens qui sont pour l'abolition de l'ISF et ceux qui sont pour son rétablissement, il y a clairement des lignes de fracture qui sont insolvables. Justement, j'aimerais qu'on parle de l'Amérique de Joe Biden. À quoi ressemble-t-elle? Le camp des travailleurs a-t-il déjà été trahi? Est-ce qu'on peut déjà le dire comme ça? C'est difficile d'être catégorique parce que c'est très fluide et ça dépend. C'est un peu une question de est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. D'un côté, dans les discours, Biden est très pro-travailleur. Il va dire il faut que les entreprises augmentent les salaires, je suis pour les syndicats, etc. Et en même temps, dès qu'il faut faire des lois, on voit au Congrès qu'il recule. Donc il a reculé par exemple sur la hausse du salaire qui était une promesse de campagne, la hausse du salaire minimum. Et il a reculé aussi sur des promesses qu'il avait faites par rapport à l'assurance maladie. Il y a une loi importante sur le droit des syndicats qui doit renforcer le pouvoir des syndicats qui, pour l'instant, est bloqué au Sénat aussi. Donc, même si on ne peut pas dire définitivement qu'il a trahi, il a fait beaucoup de reculades qui se traduisent aussi, du coup, dans sa cote de popularité qui a tendance à s'effriter. Il y a aussi tout un débat sur l'impôt sur la fortune aux États-Unis qui crispe les démocrates. Oui, c'est-à-dire que pour financer tous ces plans qu'il avait promis et qu'il est en train de mettre en place, l'idée au départ, c'était que ça allait être les Américains qui gagnent plus de 400 000 $ par an, donc peut-être les 5% les plus riches, qui allaient financer ça par une hausse d'impôts sur leurs revenus, plus des impôts supplémentaires sur les entreprises, en particulier les multinationales. Et ça a été abandonné pendant les négociations au Congrès suite à la pression et la confrontation de l'aile droite démocrate. Du coup, le parti a proposé une taxe sur la fortune qui est très populaire et qui était sur le point d'être établie. Et on a vu que c'est le leadership, les principaux cadres démocrates
qui ont dit non, on ne fait pas la taxe sur les milliardaires. Alors que c'était une taxe très populaire. Et à l'inverse, il y a des démocrates très à droite au Congrès qui, eux, sont en train de faire passer au forcing un peu une sorte de niche fiscale qui bénéficierait essentiellement aux 1% les plus riches. Donc il y a cette tension. Et pour l'instant, on voit que c'est plutôt l'aile droite démocrate qui réussit à tirer la couverture vers eux et à obtenir gain de cause. Je sais qu'il ne faut pas toujours tout ramener à la France, mais quand vous en parlez de Joe Biden, on a vraiment l'impression de voir François Hollande 2012-2017. Et justement, c'est amusant que tu dises ça parce qu'il y a une précision qui est nécessaire à faire, c'est que Biden trahit un peu comme Macron ou Hollande ont l'air de trahir un discours de campagne qui était progressiste, sauf que Biden est aujourd'hui entouré quand même de beaucoup de gens qui sont progressistes dans son équipe. Il a pris des conseillers économiques de Bernie Sanders, etc. Et s'il trahit, c'est parce qu'il est tenu par sa majorité, notamment sa majorité au Sénat, qui est très faible, avec quelques élus qui sont en fait très à droite, qui ne sont démocrates que parce qu'ils viennent d'États républicains, alors que Macron, lui, trahit à toute vitesse parce qu'il a une majorité à sa botte qui lui permet de jouer totalement son double discours. Donc ce qui est compliqué à savoir, c'est à quel point Joe Biden, et d'ailleurs en fait, est-ce que c'est intéressant de le savoir? Je ne sais pas, mais c'est difficile d'identifier si Biden est sincère ou pas dans son discours et s'il est tenu par sa majorité ou s'il prend comme prétexte sa majorité pour trahir une parole et du coup se permettre d'avoir une parole aussi progressiste. C'est sûr, c'est que la schizophrénie est moins forte chez Biden que chez Macron, puisque Macron aurait le pouvoir d'être progressiste, il ne l'est pas. Biden, c'est même pas sûr qu'il pourrait l'être. Alors, dans votre livre, donc, les illusions perdues de l'Amérique démocrate, paru aux éditions Vendémiaire, je rappelle, vous parlez de Kamala Harris, la vice-présidente, en disant que c'est une fausse progressiste. Vous tapez fort. Oui, disons que si on voit sa carrière, elle a débuté comme procureure en Californie. Et en fait, en tant que procureure, elle a été très sévère avec les personnes qui étaient accusées de possession de cannabis ou des crimes de seconde ampleur. Donc elle avait plutôt une approche très stricte, loin de ce qu'on pourrait attendre d'un procureur progressiste. Et ensuite, on a vu dans la primaire de 2020 où elle était candidate, elle a tenté une triangulation en disant « moi je suis pour l'assurance maladie universelle publique », mais en fait avec énormément de ce qu'on pourrait comparer à des complémentaires privés qui du coup vident de sa substance le texte. Et sur plusieurs enjeux comme ça centraux, elle a cherché à faire l'équilibre entre Sanders et Biden, mais du coup à prendre le pire de chaque proposition. Donc ça fait que sa campagne s'est écroulée. Elle n'a pas réussi, elle a dû abandonner avant les premiers votes. Et on voit que c'est une personne qui n'a pas beaucoup de... qui est un peu une girouette, qui suit un peu la direction du vent. Donc même si c'est effectivement la première femme vice-présidente, qu'elle a des origines ethniques de couleur, donc du coup, c'est un significat. Et qu'elle est cool parce qu'elle danse comme ça. Voilà, donc ça a quand même une signification pour les gens qui peuvent s'identifier. De ce côté-là, c'est un progrès. Mais la politique, pour l'instant, qu'elle propose... n'est pas du tout progressiste. Est-ce qu'il ne faut pas en avoir marre définitivement et arrêter justement de se faire emballer par du papier cadeau du capitalisme qui est de plus en plus coloré ou bien féminisé? Est-ce que justement il faut arrêter même de considérer ça comme un progrès après tout? Ils ont un terme pour ça aux États-Unis, c'est le tokenism, que je prononce vraiment à la française. C'est le fait de prendre quelqu'un comme symbole et en fait de ne rien changer structurellement pour la situation des personnes qui lui ressemblent d'un point de vue socio-ethnique. Sur ça, l'interview de Ramayad récemment, je crois dans Challenge, est très intéressante. Elle dit « Je suis vraiment l'exemple de ça en France. Je suis rentré et on a fermé la porte immédiatement derrière moi ». D'ailleurs, sur cette grille de lecture, c'est important de rappeler que, par exemple, Barack Obama n'est pas le premier président noir, mais le premier président métis des États-Unis. Mon but, c'est pas de jauger s'il est noir ou pas, mais c'est juste de rappeler que son histoire personnelle et sa capacité de victoire en 2008 tient au fait qu'il était à la fois blanc et noir. C'est juste que d'un point de vue des médias blancs hégémoniques, on l'a traité comme noir, mais en fait... On l'a présenté comme ça et ça voilà. Aussi, ça lui a servi, objectivement. Exactement. Pour revenir sur l'hypocrisie de Kamala Harris, ce qui l'incarne très bien, c'est que du coup, elle a été très dure avec des jeunes qui possédaient de la bœuf, et que quand on lui demande à elle si elle en a déjà fumé, elle rit comme si c'était une évidence que oui. Donc on est vraiment dans un cynisme assez fascinant de la part de cette personne-là sur son rapport à la justice. Je suis dur. Exactement.
Alors, le Parti démocrate, est-ce qu'il va survivre à cette présidente, ce Biden? Est-ce qu'on peut parler aussi de gauche irréconciliable aux États-Unis comme en France? Alors, oui, il y a deux gauches qui sont très différentes et potentiellement irréconciliables, sauf qu'elles ont intérêt à travailler ensemble. Elles sont forcées un peu par les institutions à travailler ensemble parce que c'est pas possible pour la gauche radicale de vraiment se séparer complètement du Parti démocrate. Et ce n'est pas possible au Parti démocrate d'exclure la gauche radicale. Donc il y a un intérêt à ce qu'ils continuent de former une coalition, mais on voit que c'est compliqué. Et électoralement, si par exemple Biden humilie entre guillemets la gauche radicale en refusant d'aller un peu vers eux, eh ben, il s'expose après à des défaites électorales qu'il aurait pu s'éviter, avec des candidats progressistes qui auront été décrédibilisés par sa politique. On peut se dire de manière très cynique, bon, écoute, de toute façon, à chaque fois ce sera un mandat, Biden arrive, il trahit, disons, l'aile radicale, il est renversé par Trump ou un avatar de Trump, et puis c'est tellement horrible que finalement on reprend un Biden et puis un Trump, et finalement la vie politique s'organise autour des pro-business qui ne disent pas des méchancetés, des pro-business qui disent des horreurs. Est-ce que c'est aussi le risque en France, Macron, Le Pen, Biden, Trump, etc. Est-ce que c'est pas un risque finalement qui à terme va détruire même l'idée de politique? C'est ce que disait Sanders récemment quand il disait on a fait campagne sur la baisse du prix des médicaments. C'est une proposition qui a 85% de taux d'approbation chez les Américains en général. Même les Trumpistes sont plutôt favorables à ça. Donc si on est élu, on a le pouvoir, on a une écrasante majorité des Américains qui veulent qu'on baisse le prix des médicaments et on ne le fait pas, le risque c'est que nos électeurs n'aillent plus voter. Et ça peut du coup produire une alternance comme ça entre des Biden pro-business et des Trump. Mais quand même, je nuance. Chaque fois, un peu plus, on ira dans l'abject et un peu plus, on ira dans la frustration et dans le trumpisme ou alors ici en France, le zémourisme, etc. Parce que les trahisons de ces personnes qui disent défendre le peuple vont amener ce peuple à se radicaliser un peu plus et à se diviser aussi quelque part. C'est l'autre problème, c'est qu'en fait, c'est pas juste une alternance où on rééquilibrerait, c'est qu'à chaque fois, on s'écarte du centre et on se droitise. Et que par ailleurs, l'impact du mandat de Trump n'est pas encore totalement visible aujourd'hui, même s'il est terminé, notamment sur les enjeux de justice. Le mandat de Trump a déstructuré à plein d'égards la société américaine sur la justice, sur le rapport entre les individus, parce qu'il a participé à monter en épingle les tensions socio-ethniques. Et aujourd'hui, même ne serait-ce que sur le rapport à la justice et à la vie humaine. Le fait qu'il accueille aujourd'hui dans sa maison de Floride le jeune homme qui a tué 2 manifestants au fusil d'assaut lors des manifestations Black Lives Matter l'an dernier et qui a été jugé innocent par le juré populaire il y a quelques jours, ne va pas du tout dans le sens de l'apaisement. Et c'est là où on se rend compte que ce ne serait pas juste un retour à 2020 que Donald Trump soit réélu en 2024, ce serait vraiment un saut dans l'abîme. Juste pour nuancer, il ne faut quand même pas comparer Biden à Macron dans le sens où même si c'est des petites victoires, avec Biden, il y a quand même des gros progrès qui sont réalisés pour les Américains. Le problème de ces progrès, c'est qu'ils tendent à être temporaires, dans le sens où c'est des lois qui ont une date d'expiration. Par exemple, les allocations familiales, c'est une énorme avancée pour les Américains. $300 par mois et par enfant pour chaque couple qui gagne moins de mémoire, $150 000 par an. Donc en gros, 80%, 90% des Américains ont chaque mois $300 par enfant grâce à Biden, grâce aux démocrates. Ça a permis de réduire la pauvreté infantile de moitié. Donc c'est une vraie avancée. Et on voit que Biden dérive quand même à gauche avec son parti, petit à petit sous la pression de l'aile gauche. Mais c'est des victoires qui sont limitées puisque la date d'expiration de cette politique, c'est 2022. Et il est question là de la reconduire pour 6 ans de plus. Mais c'est donc des concessions arrachées au capital, si on veut, mais des concessions temporaires. Ce qu'a dit Chris, c'est intéressant. Ça reboucle avec le point du début de l'interview sur les luttes sociales revitalisées. Elles tiennent aussi au fait que les mesures, même que temporaires, du gouvernement Biden
redonne en fait de la respiration aux travailleurs américains qui se sentent beaucoup moins dépendants de leur employeur. Et en fait, même si les mesures s'arrêtent en 2022, il y a finalement très peu de gens qui sont en CDI aux États-Unis. Donc, ils peuvent tout à fait quitter leur emploi aujourd'hui parce qu'ils ont tout d'un coup un souffle économique dans leur trésorerie pour, dans 6 mois, en reprendre un autre. Et cette fluidité du marché américain explique aussi, du marché de l'emploi américain, explique aussi pourquoi les luttes sociales sont d'un coup revitalisées par une mesure sociale, même ponctuelle. C'est très intéressant de noter le parallèle, en tout cas de comparer cette mesure, donc apporter $300 par famille et par enfant, ce qui permet à une famille de 3 enfants, par exemple, d'avoir $900 en plus. Et en France, pendant ce temps, dès commençant une tension sur le marché de l'emploi, essayer de grappiller, d'enlever des sous de l'assurance chômage pour obliger les demandeurs d'emploi à retourner au travail, à accepter n'importe quel emploi, et donc produire un effet mathématique de baisse des salaires. Ouais. C'est assez intéressant de le noter. On a parlé donc de la question de la cohabitation, finalement, des tensions socio-ethniques. Est-ce qu'on se dirige avec le trumpisme qui survit à Trump vers une sorte de cadre politique de guerre civile, vers une tribalisation de la vie politique américaine qui finalement ressemblerait aux démocraties du tiers-monde où l'ethnicité prend une place importante vu que les plans d'ajustement structurel et tout le cadre néolibéral empêchent de toute façon toute politique alternative. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de radicaliser les rapports raciaux aux États-Unis aujourd'hui ? Je laisserai compléter, mais moi j'ai le sentiment que cette montée en tension, elle tient aussi beaucoup à un narratif médiatique qui est pas représentatif de la société américaine. Et d'ailleurs, de la même manière que la montée en tension sur le thème de wokisme n'est pas représentatif de la société française. On peut en être désolé pour les conservateurs réactionnaires, mais il se trouve que les combats sociaux progressent, avancent, que l'égalité femmes-hommes est quelque chose qui est aujourd'hui dans l'ADN politique d'un grand nombre de personnes, quelle que soit leur origine politique, que la question du genre a énormément progressé, que ce soit en France ou aux États-Unis, et notamment par la question, par la culture populaire et les séries, et que tout ça, c'est quelque chose qui fait un substrat de prise de conscience sur les questions d'égalité entre les individus qui est beaucoup plus fort qu'il y a quelques années et que effectivement ça en revanche ça crispe, que ce soit sur les chaînes ultra-conservatrices comme Fox News ou même globalement les médias mainstream comme CNN. Oui, je pense pas qu'il va y avoir une guerre civile sur des lignes raciales aux États-Unis. On voit qu'au final, malgré tout, il y a une certaine acceptation dans la société américaine du fait qu'il y a un racisme et qu'il faut aller vers une société plus inclusive. Par exemple, quand le meurtrier de George Floyd a été condamné, la plupart des Américains, y compris les électeurs de Trump, ont été d'accord avec le verdict. Et inversement, le jeune homme pro-Trump qui a tué deux militants blancs de Black Lives Matter dans les manifestations et qui a été acquitté, c'est un acquittement qui, même chez le camp républicain, gêne un petit peu chez les électeurs, selon les enquêtes d'opinion. Donc on voit que la division sur les lignes comme ça ethniques, elle est plutôt dans le discours, comme disait Clément, que dans les faits. Et s'il y a des tensions politiques, ça va plutôt être, à mon avis, comme on l'a vu le 6 janvier avec l'attaque sur le Capitole, ça va plutôt être sur le camp républicain versus le camp démocrate et le refus de reconnaître la légitimité du vainqueur ou du processus électoral. Si, évidemment, cette crispation identitaire n'est pas si fondamentale que ça dans ce pays, pourquoi le trumpisme survit ? Quelle est la recette miracle du trumpisme pour survivre et pour finalement être comme une sorte d'ombre sur le parti républicain ? Je pense que ça tient au fait que les gens ne se sentent pas respectés aujourd'hui par les élites politico-médiatiques et économiques du pays et que ce ressentiment, il est nourri au quotidien par l'évidence de l'inégalité fondamentale qu'il y a sur les revenus, sur les patrimoines, sur le fait qu'il y a encore de nombreux Américains qui ont 2, 3 jobs et qu'ils courent, ils tirent le diable par la queue. Et parce que même s'il y a des démissions et des grèves, encore la grande partie des Américains ont des problèmes à réussir à joindre les deux bouts. Face à cette frustration, ils choisissent un milliardaire. Disons que c'est le discours de Trump qui avait trouvé un écho.
et qui avait capitalisé sur à la fois un certain ressentiment réactionnaire d'une certaine part de l'électorat et une certaine frustration économique. Plus, c'est une coalition en fait, le Trumpisme, parce qu'il y a aussi des gens très riches qui votaient ou votent républicains par identité politique ou par intérêt économique, et des gens moins aisés qui ont peur du déclassement et qui voient dans Trump quelqu'un qui leur parle et défend leurs intérêts plutôt que les démocrates. Mais on voit aussi un peu que c'est le produit de l'échec d'Obama et des échecs répétés des démocrates quand ils ont le pouvoir de réussir à mettre des politiques en place qui à la fois sont universelles, donc aident tout le monde et non pas juste une catégorie de personnes, et qui vraiment améliore le quotidien des gens. Et c'est ça que Biden essaye de faire, c'est de reconquérir les classes populaires, la white working class et l'électorat rural. La classe des travailleurs blancs. Voilà, pour essayer de stopper cette progression du Trumpisme et ramener une part significative des Américains sous la tente, on va dire, républicaine ou démocrate avec un grand D, et ne plus être dans cette réaction permanente. Est-ce que un point sur la réaction permanente, c'était aussi au fait que la couverture médiatique aux États-Unis est médiocre, voire exécrable. On a très peu de travail, d'investigation, de pédagogie. Vraiment, les médias ne jouent pas leur rôle de pédagogie sur la situation socio-économique du pays. Et du coup, on est dans le commentaire, dans la réaction, dans un truc très fiévreux, en fait, qui fait que, finalement, le peuple américain de plus en plus doute de ces médias. Ça fait monter la notion de fake news. On ne peut pas reprocher à un peuple qui est informé par des médias qui lui ont parlé d'armes de destruction massive, qui lui ont parlé du Russiagate comme d'un fait, alors qu'en fait on se rend compte que c'est pas si clair que ça. Et de tous ces éléments-là, de théories qui en fait n'ont pas été démontrées comme des faits, et qui du coup se tourneraient dans un questionnement de la réalité de l'information. Oui, je pense que le point fondamental aujourd'hui à retravailler aux États-Unis, c'est le fait d'avoir des médias de qualité qui ne sont plus dans l'opinion et le commentaire, mais dans l'explication de la situation politique. Le problème, c'est que c'est comme en France, ces médias, ils sont beaucoup tenus par les puissances de l'argent, et que tant que c'est des milliardaires qui tiendront les cordons des médias, on ne pourra pas avoir une explication claire sur les écarts de richesse entre Jeff Bezos et l'Américain moyen. Alors, est-ce que les médias américains en font des tonnes comme les médias français sur le wokisme? Parce que finalement, en France, on se défend... Enfin, il y a un camp qui prétend se battre contre les influences américaines et en réalité qui, finalement, impose des thématiques qui consistent à qualifier tout le monde et n'importe qui de woke. Est-ce que cette mode-là existe également aux États-Unis? Est-ce que c'est une mode d'importation totalement? Oui, ça existe aux États-Unis. On a l'impression, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression de voir en France se dérouler avec 6 mois de retard ce qui se passe aux États-Unis depuis précédemment. C'est-à-dire que comme la droite américaine n'a rien à offrir comme avancée, puisque son programme c'est baisser les impôts des très très riches et casser les aides sociales, du coup, elle instrumentalise tout ce qui a toutes les problématiques culturelles. Donc avant, c'était le droit des armes à feu, le droit à l'avortement. Et maintenant, c'est les paniques morales, donc sur le wokisme, la cancel culture, qui sont instrumentalisées. Mais les démocrates ont une petite part de responsabilité aussi, parce qu'ils vont du coup, en réponse, dire les républicains sont racistes. Donc, les démocrates et les républicains n'ont rien à offrir au peuple, donc ils se divisent le marché politique. D'un côté, des personnes qui se présentent comme antiracistes et ouverts aux luttes qui ne demandent pas de sortir de l'argent, et de l'autre côté, ceux qui capitalisent sur la panique que cela peut engendrer. Oui, la seule différence, c'est qu'au sein du Parti démocrate, il y a une faction, donc la gauche progressiste et radicale, donc c'est un spectre un peu, mais qui réinsère dans le discours et dans l'offre politique des propositions vraiment pour les travailleurs, pour les classes moyennes, donc qui essaye de contrer cette dichotomie qu'on observe autrement, ces guerres culturelles, comme on dit souvent. Alors, vous connaissez tous les deux très bien les États-Unis. Il y a une élection présidentielle qui aura lieu en France dans quelques mois. La campagne est déjà lancée. Quels sont les traits communs et les traits différenciants que vous voyez aujourd'hui? Pour la campagne de 2020, c'est différent, c'est compliqué parce qu'elle s'est passée dans un contexte de pandémie. Donc c'est
Les quelques parallèles qui me semblent pertinents sont plutôt avec la campagne de 2016. Le premier trait commun extrêmement clair, c'est la complaisance médiatique à l'égard d'une figure raciste officiellement néofasciste, qui est Éric Zemmour. Et quand on voit, et il y a beaucoup de parallèles, c'était Donald Trump, dès sa déclaration de candidature en juillet-août, septembre 2015, qui ressemble énormément avec les armades journalistes qui aujourd'hui entourent les déplacements d'Éric Zemmour. Ça, c'est le premier point, et le fait que Éric Zemmour, tout comme Donald Trump, arrive par le sensationnalisme, pas du tout par le contenu, à polariser l'agenda médiatique autour de lui. Bon, déjà, Chris, en France, il n'y a pas le bipartisme. Est-ce que, justement, ça ne permet pas à d'autres idées de venir un peu contrebalancer le type de crispation qu'on a pu voir lors des récentes élections aux États-Unis ? Oui, disons que les institutions sont différentes. Donc, aux États-Unis, les démocrates n'ont pas le choix. Il faut intégrer tout le monde. Et quand ils ne le font pas, ils ont des difficultés après. En France, il y a plusieurs candidatures au premier tour. C'est aussi une élection à un seul tour aux États-Unis. Donc en France, il y a plusieurs tendances ou nuances de gauche qui peuvent s'exprimer, alors qu'aux États-Unis, elles vont s'exprimer au sein d'une primaire et ensuite, il va falloir rassembler tout le monde. Donc ça permet. L'avantage aux États-Unis, c'est que ça permet à la gauche radicale, la gauche de combat, entre guillemets, d'avoir quand même un peu de pouvoir, même si elle ne gagne pas les élections, alors qu'en France, c'est tout ou rien. Dans les deux cas, ce qui est surprenant, c'est le manque de réinterrogation qu'il y a sur la pertinence ou non du mode de scrutin. Je connais très peu de gens, même au sein du camp progressiste américain, qui interrogent le mode de scrutin, qui pourtant les enferment dans une alliance avec des centristes et parfois des gens de droite. Et il y a très peu de candidats aujourd'hui qui interrogent la pertinence du scrutin uninominal à 2 tours de la présidentielle, alors que c'est un mode de scrutin qui fait que partir en pluralité de candidatures nous amène à un risque de défaite dès le premier tour. Merci beaucoup Chris, Politico Boy, Christophe Leboucher et Clément Perrault. Vous êtes les auteurs de ce livre aux éditions Vendémiaire, Les illusions perdues de l'Amérique démocrate, un livre qui est très complet et que je vous conseille pour en savoir plus sur les États-Unis et pouvoir nourrir votre culture générale sur ce pays qui est aujourd'hui quand même le pays de référence de ce qu'on appelle l'Occident. Merci à vous. Le média est un média indépendant qui ne vit que des contributions de ceux qui l'aiment. Si vous nous aimez, en fait, allez sur lemediatv.fr/soutien et faites un geste.